Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Eddy Le Courrieux, le maire du Mont-d'Or. Bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons parler de la commune du Mont-d'Or, bien sûr, mais aussi plus largement de l'actualité politique et économique de la Nouvelle-Calédonie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de sujets. Alors, le Mont-d'Or, d'abord, vous avez voté votre budget récemment, le 7 mars. C'est plutôt que d'habitude. D'ailleurs, et quelles sont ces grandes lignes? Quelle est la situation financière de votre commune aujourd'hui? Donc on a pu avoir un budget équivalent à celui qu'on a eu l'année dernière. Donc c'était déjà une bonne nouvelle. Parce que la Nouvelle-Calédonie, vous savez, aujourd'hui, elle vit des moments difficiles. Donc on se posait la question, quel serait notre budget. Donc on a pu avoir ce qu'il faut pour pouvoir diriger cette commune, même si c'est toujours un peu moins que certaines années. On peut considérer que l'État est toujours présent pour nous aider j'allais dire, à boucler les fins de mois. Et puis surtout, qu'un certain nombre de taxes qui ont fait défaut pour les Calédoniens ont permis d'équilibrer ce budget. Vous avez des craintes sur l'avenir, sur la diminution des dotations aux communes, ou vous pensez que leur avenir est assuré? Là, c'est une question compliquée. En ce moment, on parle d'être, je vous disais, sur le bord du gouffre. Moi, j'ai toujours l'impression on a déjà attaqué le gouffre, quoi. Et aujourd'hui, je crois bien heureux celui qui peut dire ce que sera demain et l'année prochaine. C'est extrêmement compliqué. Les tendances sont aujourd'hui, il faut être presque devin pour savoir ce que l'on va devenir. On va y revenir dans un instant. Pour rester sur le budget de la commune du Mont-d'Or, vous avez quand même les moyens de continuer les investissements dans ces budgets contraints, dans cette situation économique, on l'a dit, très, très tendue? Alors écoutez, cette année, on a pu encore à nouveau emprunter et ouvrir une ligne de trésorerie, emprunter 500 millions. Donc c'est que les ratios financiers de la ville sont encore bons puisque les banques nous prêtent. Mais sans ces emprunts, on aurait du mal en investissement. On a 6,4 milliards de budget, on a 1,4 milliard en investissement, le reste en fonctionnement. Et même si aujourd'hui, moi, je décide de remettre à neuf toutes les installations qu'on a, travailler plus sur la personne plutôt que sur les bâtiments, c'est-à-dire en mettant des nouveaux bâtiments, on a quand même ce budget qui est juste équilibré, on va dire. Il ne permet pas non plus de voir trop grand. Voilà. Alors, il y a une nouvelle formule de convention de financement avec l'État, hein, les fameux contrats communes-État. C'est une amélioration aujourd'hui. L'État va vous aider davantage, va vous permettre davantage de faire des réalisations. Alors, je crois que l'État a changé un petit peu son fusil d'épaule. Aujourd'hui, c'est des appels à projets année après année. Donc il faut surtout, pour pouvoir mobiliser l'argent de l'État, il faut qu'on ait fait déjà un certain nombre de réalisations, à savoir l'emprise foncière, à savoir un budget déjà équilibré, etc. Ce qui n'était pas souvent le cas avant, puisqu'il y avait souvent des retours de projets qui revenaient à l'État. Donc cette année, ils ont préféré les faire année après année, même si on peut dire qu'on travaille sur un plan pluriannuel d'investissement. Je crois que ce qui est surtout important, c'est de savoir que l'État est à nos côtés. Et ça va être plus efficace, à votre avis, pour la réalisation de ces projets? Écoutez, je ne sais pas, on verra. Moi, je pense que oui. Néanmoins, on a fait un projet, nous, l'année dernière, sur des réservoirs d'eau où on était, enfin, un centre de traitement des eaux où on n'était pas particulièrement près. Eh bien, moralité, on a perdu ce projet. Mais c'est normal. Je crois que de plus en plus, l'argent coûte cher. Il y a beaucoup de projets sur toute la Nouvelle-Calédonie et souvent l'État est amené à redistribuer cet argent. Donc je crois que pour une gestion plus efficace, je crois que l'État a besoin de travailler comme ça. Et nous aussi, Nouvelle-Calédonie, commune, on doit rentrer dans ce type de dispositif. Alors nous sommes fin mars pratiquement. Il n'y a pas si longtemps encore, c'était la rentrée scolaire. C'est toujours un moment important pour une commune. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quels sont les dispositifs particuliers que vous avez pu mettre en œuvre pour cette rentrée scolaire 2024? Ouais, la rentrée scolaire, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, c'est d'abord savoir le nombre d'effectifs qu'on a à la rentrée, donc savoir si notre population a diminué ou pas. Donc ça n'était pas le cas au Mont-d'Or puisqu'on a eu un peu plus d'effectifs que l'année dernière. C'est
également voir si nos dispositifs de cantine scolaire fonctionnent, d'accueil pour les gamins. Je rappelle que cette année, en termes de repas, la ville du Mont-d'Or a augmenté sa tarification de 50 francs par repas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a un autre type de repas que ceux qu'on avait à l'époque avec notre distributeur habituel. Donc, on a pu avoir un distributeur nouveau avec des prix un peu plus élevés. Mais par contre, on se rend compte que les parents nous font des remontées très satisfaisantes. Donc, on a pu aborder aussi les inscriptions différemment, moins cher. Le deuxième enfant paye un petit peu moins cher que le premier, etc., etc. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Et je vous dis, cette rentrée scolaire, c'est vraiment la tendance de la commune. C'est quand une rentrée se passe bien, ça veut dire que la commune, ça se passe bien aussi. C'est vraiment le reflet de la famille. C'est l'éducateur, hein, c'est l'enseignant. S'il est bien dans son école, et on peut voir au Mont-d'Or que oui. Je rappelle juste que cette année, on vient de mettre en place, on vient de finir la climatisation de toutes les écoles de la ville. Hein, donc Un élément ça. important pour la qualité de vie, la qualité Ouais. d'études des enfants. Oui, et puis c'est ce que nous remontent déjà les premières écoles. C'est de dire depuis 2 ans, ils se rendent compte, les professeurs, que c'est beaucoup plus calme, que les programmes scolaires peuvent aller jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est vachement important. Moi, je crois qu'au-delà de construire et de faire quelque chose, c'est qu'il y a un impact positif sur la personne. Et je crois que c'est ce que recherche le maire. C'est ça. Alors l'un des points importants aussi dans la qualité de vie de vos administrés, c'est bien sûr la sécurité. Le bilan de la délinquance à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie a été dressé récemment par le haut-commissaire, par le procureur de la République. Quelle est la situation au Mont-d'Or? Est-ce qu'il y a un sentiment, comme on dit, d'insécurité ou est-ce que ça va mieux? Alors écoutez, un petit peu partout sur l'agglo, les chiffres de la délinquance sont meilleurs. Ils sont loin d'être bons. Voilà, ils sont meilleurs. Au Mont-d'Or, nous, on se rend compte que pendant longtemps, la délinquance a été tournée vers Saint-Louis, même s'il y a toujours un certain nombre de faits qui existent. Je veux dire, aujourd'hui, cette délinquance, elle est plurielle et elle est sur tout le territoire de la Calédonie. Certaines communes, on attaque les dispensaires, on attaque voilà, les agents de distributeurs d'eau, d'électricité, c'est de l'alcool à profusion, etc. Chez nous, on est dans la petite délinquance de quartier. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, souvent, quand il y avait des sorties du centre pénitentiaire, eh ben, on avait à nouveau ce fléau. Donc on se rend compte avec la gendarmerie et la police municipale, dont je salue les services, on se rend compte que souvent, ce sont les mêmes personnes. Ce n'est pas toute la Calédonie qui est en insécurité, c'est des personnes, des groupes de personnes, de plus en plus jeunes d'ailleurs, qui s'organisent, voilà, pour pénaliser un grand nombre de personnes. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on fasse le lien entre Saint-Louis et l'insécurité ou qu'on fasse comme si la délinquance n'était qu'à Saint-Louis. Comment ça va? Il y a eu encore quelques, mais plus des actions peut-être politiques avec des pneus brûlés, etc., à la hauteur de la tribu de Saint-Louis. On a le sentiment quand même que les choses sont sous contrôle aujourd'hui? Oui, alors d'abord, c'est beaucoup de travail avec les uns et les autres, avec les autorités coutumières, même si c'est loin d'être évident. Je veux dire, l'inconvénient, c'est que Saint-Louis coupe la commune du Mont-d'Or en deux, et aujourd'hui, on a quand même une population avant Saint-Louis et une population après Saint-Louis. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire aux associations qui représentent les gens qui sont de l'autre côté de Saint-Louis, les problématiques, elles ne sont pas traitées différemment. Elles sont traitées de la même façon. Un citoyen du nord ou du sud, il a les mêmes droits et les mêmes avantages, voilà, en termes de qualité de vie et en termes de... Après, aujourd'hui, on a aussi l'avantage d'avoir une gendarmerie dans l'ordre public, la sécurité publique et le travail, qui fait son travail, qui fait son job. Voilà. Ça a été le cas des années, mais j'ai quand même le sentiment aujourd'hui qu'il y a une réelle proximité avec ces services-là. Je salue les dirigeants de cette gendarmerie qui est vraiment à pied d'œuvre. Hier, vous avez eu ces histoires de pneus brûlés pour des histoires d'événements, on va dire, qui ont lié à la vie politique du moment.
Eh ben, en quelques minutes, les gendarmes ont été sur place. Ils sont restés sur place. Ils ont accompagné le service de pompiers. Et ça a été très, très vite évacué. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément avant. Alors plus globalement, et vous y faisiez allusion tout à l'heure, on a l'impression en Nouvelle-Calédonie d'une crise généralisée, hein. Les Calédoniens n'ont pas le moral, crise politique, crise économique, crise du nickel. Vous le ressentez comme ça et vos administrés vous le traduisent comme ça, ça va pas, ils n'ont pas le moral, ils ont l'impression que rien ne va en Calédonie. Alors, c'est plus subtil, ils ne le disent pas comme ça, parce que les Calédoniens, vous savez, ils cachent souvent ils cachent leurs émotions, enfin, sauf peut-être sur le coup de gueule du matin. Mais les gens, ils sont dignes en Nouvelle-Calédonie. C'est un petit peu le problème, j'allais dire. Et nous, on le ressent sur les prestations que fournit la ville. On vient en aide sur un certain nombre de facturations, on vient en aide sur les gamins qui sont à la cantine, on vient en aide, voilà, on a mis en place un certain nombre d'outils, on vient en aide sur le logement, on vient en aide sur les familles qui, pendant ces périodes de crise, ben, se disloquent. Et ça, c'est des choses c'est vraiment les choses du quotidien que quand on fait de la politique, on ne parle jamais. Et c'est en Voilà. augmentation, ce besoin d'aide est en augmentation ces derniers temps. Et ce besoin est en augmentation. Donc c'est par là qu'on se rend compte de la problématique, au-delà de ce qu'on explique sur les ondes tous les jours. Et c'est pour ça que moi, je suis... Alors, je suis inquiet parce que je pense qu'on a déjà attaqué la pente. Ça fait déjà un moment. Quand on dit qu'on est au bord du gouffre, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans le gouffre. Mais on ne voit pas encore la population réagir. Voilà, on ne voit pas encore. Parce que là, ils sont en train de regarder, de se poser les questions, de regarder comment ça les touche dans leur foyer de tous les jours, etc. Donc c'est un peu que le début. Et moi, j'en veux, enfin, je nous en veux aux hommes politiques parce que, et aux femmes politiques parce que on est dans nos contingences d'élections ou on est dans nos contingences de partis politiques, etc. Et je trouve que il nous manque vraiment cette obligation, ce recul d'aller vers cette population qui souffre. On fait comme si on ne voit pas, du moins on regarde ce qui va bien et on oublie de regarder ce qui ne va pas. Et moi, je vous dis, j'ai été élu, comme l'ensemble des maires d'ailleurs, hein, je le souligne ici, parce qu'on est avec la proximité des gens. C'est obligatoire, on ne peut pas nous être loin des gens. Parce que ben, vous avez les gens qui viennent vous voir à la mairie continuellement, toute la journée, ou qui ont accès à vos services toute la journée. Et moi, je me dis, d'ailleurs, c'est la beauté de ce mandat, c'est justement d'avoir comment dire ça, quand je vous le dis, je suis presque un peu ému parce que j'avais encore hier des familles dans mon bureau, quoi. C'est vraiment d'avoir les gens et vous savez que vous êtes là pour aider, vous savez que vous avez les moyens, vous savez que voilà, c'est utile. Et je pense que souvent, alors la présidente de l'association des maires, la maire de Nouméa, rappelle toujours, on est les grands oubliés de tous les accords, etc., etc. Mais je crois surtout, c'est qu'on a une expérience sur un certain nombre de points et que c'est dommage de ne pas s'appuyer sur l'expérience des maires. On est dans le gouffre, dites-vous, et vous êtes inquiet. On en sort comment? Quelle est la solution? Est-ce que, sans révolutionner le genre, on parlera de l'actualité politique un peu plus tard, mais est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour redonner un peu d'espoir aux gens et répondre à leurs besoins? Alors, il y a un gouffre économique, hein. On voit en ce moment que tout dérape, tout dérive. On a un gouffre, bien sûr, politique, puisqu'on n'arrive pas à sortir de ce renouvellement de nos accords. On a un gouffre du nickel. Et je crois que c'est la conjoncture de tout ça qui fait qu'on glisse désespérément. Et pour ça, je reste persuadé, et je ne vais pas jouer l'abbé Pierre, surtout pas, ce n'est pas mon rôle, mais je pense qu'arriver à ce degré de difficulté, je pense qu'il faut rapidement qu'on vienne d'un rendez-vous les uns les autres, ensemble, pour avancer sur ces problèmes. On ne peut pas faire fi de tout ça en disant que ça viendra en temps et en heure. Je crois que non, on n'a pas de temps et d'heure. On est déjà dans la difficulté. Est-ce que la commande publique, les travaux des uns et des autres peuvent quand même
relancer un peu la machine, créer des chantiers. Alors malheureusement, c'est pas assez. La commande publique, par exemple municipale, à l'époque, on disait que c'est à peu près, enfin en termes de budget d'investissement sur l'ensemble des communes, c'est une vingtaine de milliards. Mais aujourd'hui, une grosse partie déjà de ces travaux est dédiée aux autres entreprises, parce qu'on n'a pas que le BDP ou que la mine, on a aussi tout ce qui est assainissement, on a élagage, nettoyage, peinture, enfin, tous ces travaux qui sont déjà dans les communes, ils ont déjà des petites entreprises qui travaillent là-dessus. Donc oui, il peut y avoir une partie de cet investissement pour les gens de la mine aujourd'hui qui sont en recherche d'emploi, mais il y a aussi, il faut ouvrir impérativement des grands travaux. Impérativement, même si vous me contredirez en disant oui, mais on va chercher où l'argent. Mais je veux dire, si on a envie d'eux, on va trouver les moyens. Je me rappelle, il y a quelques années, justement, à la suite d'un conflit très, très dur qui avait lieu au port de Nouméa, on avait fait du roulage de scories sur l'agglomération, on avait fait du curage de criques. Aujourd'hui, on a quelques moyens qui existent. On l'a rappelé la semaine dernière avec le président Thuyenot au fond nickel, le curage de criques, on a l'aménagement de mines, voilà, on a tout ça. Et surtout, Madame Noire, je tiens vraiment à le dire, on a le commerce extérieur minier qui se réunit régulièrement pour un certain nombre d'autorisations d'exportation de minerais aux petits mineurs. Pour l'instant, pour eux, ils ne sont pas arrivés totalement dans le rouge. Je ne vois pas pourquoi on attend avant peut-être qu'on attend la signature du pacte minier, mais je crois que très vite, il faut débloquer leur situation pour qu'eux-mêmes, ils puissent déjà continuer ou commencer ou continuer, reprendre le roulage, peut-être embaucher d'autres personnes qui sont aujourd'hui sur le bord du chemin pour au moins ça marche de ce côté-là. Allons là-dessus. C'est pas la peine de les mettre eux aussi dans le rouge. Voilà. Ah, vous êtes particulièrement sensible forcément à la crise du nickel, puisque le Mont d'Or, on l'oublie parfois, c'est une commune industrielle. Vous avez une usine, PRNC, comme on dit aujourd'hui, Prony Resources. Comment va-t-elle? Est-ce que vous êtes informé auprès de sa situation? Euh, Est-ce qu'il y a un repreneur et où en est-on dans la recherche d'un repreneur? Et est-ce que vous craignez éventuellement, non pas un arrêt, mais dans une mise en sommeil de l'usine du Sud, comme ça a pu arriver à KNS? Ben écoutez, Prony Resources, par rapport à ce qui se passe dans d'autres usines, va mieux quand même. C'est une des usines aujourd'hui, on a de l'espoir. Parce que le processus fonctionne, parce que les gisements sont là, des gisements très bien dotés, aux bons endroits. Donc on a moins de problèmes. Moi, je reçois la chance de recevoir ou d'être reçu par la directrice générale, Madame Pierre, Béatrice Pierre, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à nous donner tous les points, tous les détails de l'usine, ce qui va, ce qui ne va pas. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que c'est quelqu'un voilà, qui n'hésite pas à partager, c'est pas caché, les chiffres sont pas cachés. Et c'est vrai que c'est une belle industrie, Prony Resources. Alors je rappelle quand même qu'il y a en 2021, on a eu là aussi sur l'USUP sur Saint-Louis ça a perturbé énormément ma commune. Il y a eu après un partage de parts, de responsabilités, mais aujourd'hui, je ne sais pas si on peut se dire qu'on est satisfait du montage en termes de portage d'action. Voilà. L'avantage de Prony Ressources, c'est d'abord elle a moins besoin d'énergie à la limite que les deux autres, et puis elle fait du nickel batterie, ce qui lui donne quand même une valeur ajoutée supérieure aux autres. Oui, mais aujourd'hui, elle fait quand même un nickel bas de gamme. Elle pourrait, je crois que c'est leur intention de faire un nickel à plus haute teneur. Je crois que c'est dans les cartons et très vite, ça pourrait sortir un produit encore intermédiaire à haute valeur ajoutée, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Et vous pensez donc qu'un repreneur va être trouvé? Vous espérez que... Moi, je pense qu'un repreneur viendra si il est porteur de 51% des parts, c'est toujours pareil. Donc, je crois qu'il conviendrait, mais je crois qu'il y a des pourparlers avec la province sud sur ce dossier de revoir un éventuel actionnaire. Mais je crois que c'est la solution de sortie. Parce que quand il faut mettre de l'argent au pot, c'est ni Trafigura, ni la province, ni d'autres porteurs qui peuvent le faire.
Plus globalement, qu'est-ce que vous pensez du pacte nickel? On dit qu'il est vital pour les usines calédoniennes, c'est aussi votre sentiment? Il faut le signer maintenant? Alors j'ai écouté les déclarations du président Gomes hier ou avant-hier. Alors il y a certainement des choses à dire sur un pacte. Il est jamais parfait à 100%. D'ailleurs, quand tout le monde dit quelque chose, c'est qu'il est parfait. Vous savez, je pense qu'il est le pacte nickel tel qu'il a été écrit. C'est une grande avancée. Je crois qu'il faut qu'il soit signé. J'en suis même persuadé. Alors après, on peut revoir plus tard ou après un délai. Je crois qu'il faut mettre un délai sur ce pacte. Mais en tous les cas, l'État est là, quoi. Encore une fois, on peut. Alors après, maintenant, on accuse l'État de forfaiture, de se cacher derrière ceci ou cela. Enfin, je crois qu'il faut arrêter de. Chaque fois qu'on a besoin de l'État, on va les chercher. Et puis d'un autre côté, on leur dit qu'ils ont des arrière-pensées, etc. Je crois que l'État aujourd'hui a envie d'avoir une collectivité qui sort de l'ornière et qui travaille voilà, dans cette région du monde. Je crois qu'il n'y a pas d'autre. Enfin, je ne veux pas me faire le défenseur de l'État, mais enfin, en tous les cas, moi, je constate en tant que maire que chaque fois qu'on a eu à travailler, on a eu les représentants de l'État qui ont été à nos côtés. Alors, l'actualité politique qui est très dense aussi, et j'aimerais vous entendre sur le sujet. Actualité tendue d'ailleurs également, hier au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, les élus loyalistes et rassemblements ont quitté l'hémicycle. La veille, ils avaient quitté d'ailleurs la séance du gouvernement. Euh, Vous avez entendu les déclarations hier au Congrès. Est-ce qu'ils ont eu raison, les loyalistes et les rassemblements, de partir, de claquer la porte? Ah ben, je suis rassemblement, je ne vais pas dire qu'on n'a pas eu raison, mais Oh, vous savez, il non, y en a non, qui prennent des libertés par rapport à leur parti. Donc, ouais, mais moi j'en ai beaucoup aussi de liberté, mais bon, on va être un peu, faut jouer non seulement la solidarité, mais comme le disait la présidente Baquès, si c'est pour être bafoué au gouvernement ou ailleurs, et puis ben un moment, il faut montrer notre désapprobation. Voilà, si ça restait là, voilà, si tout le monde trouver un chemin d'entente, ça serait super. C'est ce que je vous disais. Dans ces moments tendus, c'est pas la peine de rajouter sur déjà ce qui va mal. Mais en tous les cas, oui, je pense qu'on peut faire part de notre mauvaise humeur. Et puis après, en personne qu'on est, en grande personne, et surtout, on a la chance d'avoir quand même des hommes et des femmes politiques de grande qualité en Nouvelle-Calédonie. Donc je pense qu'il faut tout de suite retrouver le chemin. Faut pas non plus que ça dure. Voilà. il faut marquer le coup, mais après, il faut savoir revenir Ouais. et reprendre le dialogue. Vous savez, moi, quand je vois des fois les gens devant le Congrès avec leurs panneaux, leurs klaxons, etc., des fois, quand on voit la situation que vivent certains, je me dis qu'on a la chance qu'on n'a pas un camion dans l'hémicycle de Congrès ou qu'on n'est pas. Des fois, je me dis, quand moi, je vois les gens pleurer dans mon bureau, je me dis que des fois, il faut faire attention parce qu'ils peuvent être prêts à tout. Et on en est là, quoi. Donc, les élus, je crois qu'ils ont raison voilà, de faire part, quand ils sont de leur exaspération, et je crois que ça a été le cas hier de Mme Baquès, et je lui rends hommage là-dessus. Et puis après, voilà, quoi, on continue, quoi, parce que le travail doit se poursuivre. Alors, ces tensions se déroulent sur fond de processus législatif pour la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a déposé deux projets de loi. Un projet de loi organique sur le report des élections, un projet de loi constitutionnelle sur la modification du corps électoral. C'est la bonne méthode? Vous êtes favorable à ces deux projets? Vous espérez qu'ils vont être adoptés? Alors, ces deux sujets, je crois qu'ils sont majeurs. La seule chose que je regrette, moi, c'est qu'on a dit qu'on allait d'abord traiter ça. Et moi, je pensais qu'on allait travailler sur l'entièreté de l'accord de Nouméa, parce qu'aujourd'hui, on a plein de problèmes de cohabitation entre le gouvernement, la province, d'espèces de millefeuilles de compétences. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui n'avancent pas parce que il y a 30 ans, enfin il y a 20 ans, quand on avait fait le travail, eh ben, on a omis ou on n'avait pas vu certains aspects. Donc, on est sur ces deux sujets. Il ne faut pas que ça occulte, justement, c'est toujours pareil, hein, le reste. Voilà, le ministre Darmanin a voulu travailler sur ces sujets-là. Ben, j'espère que sa politique sera efficace et qu'au bout, on arrivera à une entente sur ces sujets. Voilà. L'ouverture du corps électoral, c'est quand même un point qui semble incontournable aujourd'hui, en tout cas que
qui est souhaité par la grande majorité des Calédoniens? Oui, mais au-delà de ça, c'est aussi un problème juridique, quoi. Euh, en France, aujourd'hui, on est en France, chacun doit voter. Lorsqu'il y aura un Calédonien qui aura été rejeté par les commissions spéciales, eh ben, il ira en Europe, à l'Europe faire son recours et à un moment il aura. Donc la France, aujourd'hui, elle est obligée de reprendre son sujet et puis de prévoir quelque chose. Donc j'allais dire, autant y aller tous ensemble. Et puis, et je pense que les 10 ans, c'est ce qui a été prévu par l'accord de Nouméa. Je crois qu'à l'époque, les vieux qui avaient décidé ça, ben, ils étaient déjà suffisamment matures. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est 10 ans dans un pays, on est largement citoyen de ce pays. Alors, vous le disiez il y a un instant, hein, vous le revendiquiez, vous êtes membre du Rassemblement. Comment va votre parti? On entend un certain nombre de choses et puis on a envie de vous demander si les divisions nées des élections sénatoriales sont passées ou si elles laissent des traces. Enfin, va le Rassemblement? Alors, je voulais juste vous dire qu'on a l'élection le 20 avril, on a l'élection du président du Rassemblement. Donc, chaque section aujourd'hui est en train de se mobiliser pour revoir son nombre d'adhérents, etc. Nous, on s'est lancé également au Mandor dans ce travail qui fonctionne très bien. Je pensais que la période difficile allait faire que les gens ne s'intéressaient pas à nous. Ben non, non, ça marche bien. Et on aura, je pense que le président qui sera élu, puisque je crois qu'il n'y a qu'un candidat, c'est Alcide Panga, donc il aura bientôt toute la légitimité. Et moi, c'est ce que j'attends depuis longtemps. Comme ça, on a une personne, on a un président qui rapportait la voix d'une partie donc des populations de Nouvelle-Calédonie et des gens du Rassemblement. Je pense que c'est un parti qui compte. C'est pour ça que d'ailleurs, on a pas trop de mal à nouveau mobiliser nos adhérents parce que c'est un parti qui est ancré. Et je pense que Alcide saura nous redonner un petit peu le chemin de la raison. Vous avez parfaitement raison quand vous dites que les élections sénatoriales ont laissé des traces. Au-delà de la candidature du sénateur naturel, c'est aussi la candidature d'un indépendantiste derrière qui a posé problème à nos militants. Mais j'allais dire, nous aussi, on doit passer. On doit passer là-dessus. Maintenant, Georges Naturel dit qu'il est sénateur républicain. Et ben c'est comme ça. Il est inscrit d'ailleurs au PR en métropole. Moi, ça m'a beaucoup coûté. Hein. Vous savez que je suis attaché depuis très longtemps. Je travaillais pendant des années avec le sénateur Pierre Frogier dans tous les mandats qu'il a eus. Donc ça a été particulièrement compliqué et difficile pour moi. Mais vous savez, Pierre Frogier il nous a appris quelque chose. Hein, quand on avait eu le même problème avec, à l'époque, Pierre Maresca, lorsqu'il s'était présenté contre Galliano, malgré l'investiture de M. Yano, Pierre Frogier avait dit le Rassemblement, c'est une grande maison, une grande case qui est ouverte. Ceux qui veulent rentrer, rentrent. Ceux qui veulent sortir, sortent. On n'a jamais évincé personne. Donc moi, je reste sur cette philosophie-là. Voilà, même si c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, les Calédoniens, j'allais dire, ils en ont rien à foutre de ça. Hein. Eux, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est qu'on avance. D'ailleurs, ils nous le disent, hein, arrêtez vos guéguerres, avancez, occupez-vous de nous. Donc, on est dans la même démarche. Voilà. Même si c'est dur, eh ben, ça sera à nous, au Rassemblement, de trouver... Ça sera à nous, voilà, personne d'autre. Et quand on est bien dans ses baskets, quand on est bien dedans sa philosophie politique, on trouvera nous aussi notre apaisement et notre chemin. Voilà. Le Rassemblement qui existe encore, dites-vous, il a des structures, il va tenir son congrès électif le mois prochain. Est-ce qu'il veut jouer un rôle et est-ce qu'il peut jouer un rôle dans les discussions qui sont en cours là, actuellement entre indépendantistes et non-indépendantistes? On sait. Alors parfois ça se déroule bien, parfois il y a des suspensions, mais ces discussions se déroulent actuellement. Est-ce que vous les suivez et est-ce que vous pensez qu'elles peuvent aboutir et qu'on peut trouver un accord? Oui, oui et oui. Voilà. 3 fois oui. Vous êtes optimiste, finalement. Je suis très optimiste. C'est pas parce que je dis qu'on est dans le gouffre qu'on n'a aucune solution pour s'en sortir puis qu'on n'a pas envie d'y aller. Moi, je suis très optimiste parce que je vous disais à l'instant que le Rassemblement, c'est un parti vivant, voilà, qui est très profondément ancré. Et oui, il a un rôle à jouer parce qu'on a même si chez nous, hein, il y a plusieurs tendances, mais en tous les cas,
Des valeurs universelles de partage, on a même les valeurs de pardon, on a toutes ces valeurs qui sont ancrées en nous. C'est très multiculturel, c'est très métissé. Donc oui, je suis persuadé qu'on va trouver ces solutions. C'est pour ça que je vous dis, il faut à tout prix que nous, on ait un président solide, ancré. Et je peux vous garantir que Alcide Panga fait un travail remarquable et remarqué. C'est un maire d'une commune indépendantiste, Kouawa, et je peux vous dire que s'il arrive à Kouawa, il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas sur le reste de la Calédonie. Étienne Lecorrieux, maire du Mont d'Or, merci d'accepter notre invitation en transparence. Merci, Elisabeth.